Bienvenue dans le débat de France 24. La décision est imminente. L'Europe doit décider de réautoriser ou non le glyphosate, cet herbicide présent notamment dans le Roundup, dont l'homologation expire d'ici à la fin de cette année. Bruxelles propose de renouveler la molécule pour 10 ans. Quelle sera la position de la France à la fin du mois d'août? Le ministre de la Transition écologique et de la Solidarité, Nicolas Hulot, estimait que le gouvernement voterait contre cette proposition de la Commission européenne. Mais depuis, la communication gouvernementale semble évoluer. Désormais, en tout cas, on s'écarte de l'hypothèse d'une interdiction rapide et abrupte. Faut-il interdire le glyphosate dans l'agriculture? Pour en débattre à mes côtés, Karine Jacquemart, vous êtes directrice générale de Foodwatch. Merci d'être avec nous. Également Anne-Laurence Pétel, députée La République En Marche des Bouches-du-Rhône. Vous êtes secrétaire de la communication de la Commission des affaires économiques. Avec nous en duplex de Londres, Robin Ménage, docteur en biologie, chercheur associé au département de génétique moléculaire et médicale du King's College de Londres. Pardon. J'entendais l'un de nos invités déjà réagir. Et vous êtes spécialiste des effets des pesticides et des OGM sur la santé. Et puis enfin, Gilles Rivière, Weckstein, vous êtes fondateur de la revue Agriculture et Environnement, l'auteur de cet ouvrage Panique dans l'assiette. Ils se nourrissent de nos peurs. Voilà. Merci d'être avec nous. Alors, pour essayer de résumer un petit peu, en début de semaine, c'était lundi, le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a semé le trouble en déclarant que le Premier ministre avait arbitré que le glyphosate allait être interdit en France d'ici à la fin du quinquennat pour tous les usages, y compris agricoles. Écoutez. On veut donner les moyens aux agriculteurs, mais aussi aux scientifiques, de trouver des produits de substitution au glyphosate. Et le Premier ministre a arbitré, et ce sera communiqué dans les heures qui viennent, il a arbitré pour faire en sorte que ce produit soit interdit en France, ainsi que tous ceux qui leur ressemblent et qui menacent la santé des Français, d'ici la fin du quinquennat. Lequel Christophe Castaner a dû se raviser dans la journée, suivi à la fois de son démenti et de celui du principal intéressé, le Premier ministre, qui affirme, lui, que le calendrier n'est pas arrêté. De fait, il est maintenant question de trouver les conditions d'une transition raisonnable vers la sortie du glyphosate. En gros, un plan de sortie qui tienne compte de l'état des recherches et des alternatives possibles pour les agriculteurs. Écoutez. J'ai demandé à Monsieur le ministre d'État, Nicolas Hulot, ainsi qu'au ministre de l'Agriculture, M. Stéphane Travert, de me proposer une stratégie de sortie du glyphosate. Avant la fin de l'année, pourquoi? Parce que nous voulons d'abord tenir compte de ce qu'auront dit les États généraux de l'alimentation, des avis différents, des analyses différentes, et parce que nous voulons prendre en compte l'état de la recherche et des alternatives éventuellement disponibles pour les agriculteurs. Le gouvernement arrêtera sa position lorsque la stratégie aura été présentée par les deux ministres. Anne-Laurence Pétel, pour qu'on comprenne bien la position du gouvernement, l'urgence, c'est plus d'interrompre l'usage des glyphosates, quoi qu'il en coûte, mais de trouver une alternative sans quoi on n'en sortira pas. Alors, si vous réécoutez bien ce qu'a dit Christophe Castaner, il parle au début de son intervention de produits de substitution, de trouver un moyen de substitution au glyphosate. Donc c'est bien là que le gouvernement va, c'est-à-dire vers des moyens de substitution qui permettront d'aller vers l'objectif. La condition, c'est donc de trouver ces moyens de substitution. C'est bien de trouver ces moyens. Les deux ministres concernés devront, d'ici la fin de l'année, trouver ces solutions, faire des propositions concrètes pour que sur les 5 prochaines années, on aille vers une agriculture saine, durable, comme ça a été proposé durant la campagne électorale et comme nous le proposons encore aujourd'hui. Karine Jacquemart, l'évocation d'une interdiction d'ici la fin du quinquennat, elle était déjà jugée trop tardive par les défenseurs de l'environnement et de la santé dont vous êtes. Oui, bien sûr, parce que d'un point de vue de la santé des consommateurs, mais aussi des agriculteurs, la question, elle est très simple. Il y a une étude du Centre international sur la recherche sur le cancer qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit tout simplement, noir sur blanc, c'est un produit qui est potentiellement cancérogène pour l'homme. Partant de là, on a dans la Constitution... Tout est dans le potentiellement.
Oui, mais sauf qu'on a dans la Constitution française et dans les traités européens quelque chose de très utile qui s'appelle le principe de précaution, et que quand il y a ne serait-ce qu'un doute scientifique, les responsables politiques sont censés protéger la santé et donc interdire ce genre de substances. Donc je crois qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. D'abord cet impératif de santé. Maintenant, si cette interdiction a des implications, et on peut évidemment l'entendre sur les agriculteurs, il faut en parler. Mais comme une gestion de l'implication d'une décision, ça ne doit pas remettre en question la décision, ni la retarder, bien sûr. Gilles Rivière-Weckstein, le glyphosate, c'est la principale substance active du célèbre Roundup. C'est le pesticide le plus utilisé au monde, commercialisé par la firme américaine Monsanto. Quel est le niveau de dépendance aujourd'hui de notre économie et de notre agriculture au glyphosate ? Il y a une étude qui vient de sortir qui chiffre la dépendance française à 2 milliards d'euros pour le monde agricole. Je veux juste rappeler que dans sa promesse électorale, donc, le président Macron a promis 2 milliards d'euros, 5 milliards d'euros pour le monde agricole. Une interdiction, si elle avait lieu, ce qu'elle ne semble pas avoir, une interdiction du glyphosate, ça voudrait dire qu'en 2 ans, on a mangé l'ensemble de l'enveloppe promise au monde agricole. Je voudrais juste revenir sur une chose. Ce produit n'est pas dangereux pour la santé. Ce produit n'est pas dangereux pour la santé. C'est pas ce que dit l'OMS. Non, pas du tout. C'est pas du tout. C'est pas ce que dit l'OMS. L'OMS dit très simplement qu'il y a un risque, qu'il est potentiellement cancérigène, qu'il est catégorisé comme potentiellement cancérigène, comme la viande rouge. C'est pas suffisamment grave au terme du principe de précaution pour l'interdire. Toutes les autres agences sanitaires, y compris l'ANSES, a déclaré clairement qu'ils ne partageaient pas l'avis de cet organisme. Et donc là-dessus, si vous voulez, vous avez d'un côté le cirque, donc cette agence qui dit que c'est peut-être probablement cancérigène, et toutes les autres agences du monde entier, la danoise, qui sont quand même un pays écologique, l'allemande, la française, l'américaine, la japonaise, toutes les autres, depuis 30 ans, vous disent que ce produit n'est pas dangereux pour la santé s'il est utilisé correctement. Donc, il faut quand même, je pense qu'il faut vraiment voir la chose telle qu'elle est. Ce produit est aujourd'hui à l'index, tout simplement parce qu'il est produit par Monsanto, et c'est une guerre contre la firme Monsanto, qui est le Satan américain, mais pas du tout contre un herbicide. Si on voulait interdire cet herbicide-là, on devrait interdire tous les autres. Robin Ménage, il y a un acharnement à l'égard de Monsanto, il y a à tout le moins, en tout cas, des désaccords entre experts, ou bien est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que des doutes réels et sérieux planent sur le glyphosate qui justifie ou qui justifierait son interdiction, d'après vous ? C'est vrai qu'il y a des débats qui disent un peu tout et n'importe quoi. On entend vraiment des choses qui nous disent que le glyphosate est le pire poison du monde, et certaines personnes qui nous disent que le glyphosate, on peut en boire. Moi, mon avis, c'est qu'il y a des doutes sur la toxicité de ce pesticide-là, mais je suis d'accord qu'il y a une dépendance du monde agricole sur l'utilisation du glyphosate et qu'on ne peut pas l'interdire du jour au lendemain. Il faut sortir des pesticides de synthèse, mais le glyphosate, c'est peut-être l'un des pesticides les moins toxiques, donc il faut réfléchir un petit peu avant de l'interdire. Mais par contre, si on veut le réautoriser, il faut tenir compte de nos incertitudes scientifiques. Parce qu'il y a des incertitudes sur la toxicité, donc il faudrait réviser les doses journalières admissibles pour les rabaisser un petit peu, pour être plus protecteurs, et aussi éliminer les usages qui ne sont pas essentiels. Par exemple, on va pulvériser du glyphosate à côté des cours d'école, ça c'est pas essentiel, on peut s'en passer. Mais il y a des types d'agriculture qui utilisent le glyphosate pour faire de l'agriculture de conservation, c'est-à-dire qu'on va pulvériser du glyphosate pour nettoyer la terre et éliminer les plantes qui ont permis à la terre de respirer, de se renouveler pendant l'hiver. Donc ça, c'est des usages qui sont essentiels. Donc il faut faire la part des choses et peut-être réautoriser le glyphosate, mais en tout cas en prenant compte des incertitudes scientifiques et aussi de la dépendance du monde agricole sur le glyphosate. Karine Jacquemart, ce n'est pas le glyphosate en tant que tel, c'est son usage qui peut poser un problème. Vous entendez cet argument ? Il faut surtout remettre les choses dans leur contexte. Ce dont on parle, puisqu'on parle des états généraux de l'alimentation, c'est quelque chose qui va faire débat, que l'on va porter en tout cas à partir de la semaine prochaine. On a un vrai problème de contamination de nos aliments de façon générale. Et des sols. Et on fait face, et on fait face à une épidémie de maladies chroniques. Le mot épidémie, c'est aussi l'Organisation mondiale de la santé qui l'utilise. Et les pesticides, les perturbateurs endocriniens, etc. Donc encore une fois, la question n'est pas tant... C'est un perturbateur endocrinien, le glyphosate.
glyphosate. On a entendu la précédente ministre de la Santé, Marisol Touraine, employer cette expression. Est-ce qu'on peut le dire de manière certaine ? Là, je vais laisser les toxicologues et spécialistes. Voilà. Donc, ce que je disais, c'était qu'il y avait les pesticides et les perturbateurs endocriniens et plein d'autres substances, les nanoparticules, etc., qui contaminent aujourd'hui notre alimentation. Quand on a un élément comme la définition par le CIRC du fait que c'est potentiellement cancérogène, cela suffit à activer le principe de précaution. Je suis la seule à utiliser ce mot manifestement ce soir. C'est dommage car ça, c'est fondamental dans notre loi. Et comme je le disais, bien sûr prenons en compte les questions de substitution, bien sûr prenons en compte l'agriculture, mais quand on regarde les histoires d'argent et de coûts, il faut aussi alors mettre en perspective le coût sanitaire du traitement des maladies liées à cette crise de maladies chroniques comme les cancers. Donc mettons en perspective tous les coûts, mais surtout mettons au cœur du sujet la santé des consommateurs et des agriculteurs. Il faut que ce soit numéro 1. Anne-Laurence Pétel, sous François Hollande, il a été décidé d'interdire le glyphosate pour les particuliers. Ce sera le cas à partir du 1er janvier 2019. Et pour les collectivités, ça c'est déjà le cas depuis le 1er janvier 2017. Alors pourquoi continuer à l'autoriser pour l'agriculture ? Si au nom du principe de précaution, on décide de l'interdire partout ailleurs. La décision qui doit être prise au niveau de la Commission européenne, la France ne votera pas On peut s'abstenir sur une question de santé publique ? On ne s'abstient pas, on ne votera pas. Mais par contre, le gouvernement a décidé que 5 années étaient nécessaires pour essayer d'aller vers une sortie des pesticides et du glyphosate en particulier. Et ça nous semble être... le principe de précaution, il est appliqué. Là, le gouvernement applique le principe de précaution, mais en même temps, il doit tenir compte des agriculteurs. Il doit tenir compte du fait qu'on ne peut pas prendre de décision brutale et les agriculteurs doivent continuer à travailler et à vivre de leurs revenus. Ils en vivent déjà très mal pour certains. Arrêter... sans vouloir catégoriser, ce sont quand même aussi les céréaliers qu'on entend beaucoup sur cette question-là, et qui, pour beaucoup, ont des exploitations assez larges aussi. Oui, mais quand bien même, il y a une nécessité à prendre en compte aussi, à écouter les agriculteurs et à leur permettre de s'adapter. Et 5 ans pour s'adapter, ça nous paraît être un bon timing. Gilles Rivière-Weckstein. 2 choses. Premièrement, on ne sortira pas des pesticides, comme vous venez de le dire, en 5 ans. C'est pas possible. On nous avait déjà fait le coup avec le Grenelle de l'environnement de réduction de 50%. C'est pas possible. On ne peut pas se passer de pesticides dans l'agriculture, y compris de pesticides, y compris pour l'agriculture biologique qui utilise des pesticides. Il faut s'en rappeler. Voilà, premièrement. Deuxièmement, concernant le principe de précaution, nous avons en France une agence qui s'appelle l'ANSES, qui est indépendante, qui a donné un avis très récent sur cette question du glyphosate, après l'avis du CIRC, en disant que cette agence qui est française, dans laquelle il y a des experts français qui ne sont pas payés par Monsanto, qui ont regardé les dossiers... On parlera des Monsanto Papers par la suite. Qui sont payés par l'État pour regarder la question, et ils ont abouti à la conclusion que ce produit n'est pas cancérigène. Donc, dans ce cas-là, le principe de précaution n'a pour moi aucune valeur puisque nous avons une agence française qui a regardé le sujet. Et cette agence française est en cohérence avec ce que disent toutes les agences du monde. Pas simplement l'agence française, toutes les agences du monde. Donc pas ce que mais le CIRC n'est pas une agence sanitaire qui regarde les international de recherche sur le cancer. Elle regarde des sujets comme par exemple la viande. Par exemple, elle vous a expliqué que la charcuterie était cancérigène, pas probable. On n'a pas interdit la charcuterie. Qui maîtrise l'usage du glyphosate et en quelle quantité ? C'est pour ça que nous avons des agences sanitaires et que nous avons des homologations qui sont faites selon les cultures. Comme l'a dit M. Ménard, pour le sans-labour, vous retirez le glyphosate, il n'y a plus de sans-labour. Le sans-labour pour l'environnement, c'est super bien, c'est beaucoup mieux que le labour. Vous devriez être pour le sans-labour, vous bagarrez pour le sans-labour. Mais sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne ne contrôle ça et qu'à la fois l'abandon de la rotation des cultures et des labours et l'utilisation, l'épandage du glyphosate entraînent les problèmes auxquels... Non, ça n'entraîne aucun problème. En tout cas, c'est ce sur quoi les agences mettent le doigt aujourd'hui. Mais les agences, justement, vous disent qu'il n'y a pas de problème. Le CIRC vous dit que c'est cancérigène probable. C'est tout. Le reste, ils ne regardent même pas l'environnement, le CIRC. Donc, il n'y a pas d'agence qui dit que ça pose un problème. Il faut revenir sur la base de cette histoire. Ségolène Royal a voulu interdire le glyphosate alors que son ministre de l'Agriculture, qui connaît le dossier,
député Stéphane Le Foll était opposé à l'interdiction. Oui. Est-ce qu'on n'est pas là typiquement face à un affrontement assez classique finalement entre domaines, entre champs de compétences rivaux, on va dire? Je crois que vous avez tout compris. Je suis très impressionné par l'aplomb de M. Rivière qui nous dit que ce n'est absolument pas dangereux pour la santé que ça. Alors nous, on n'a pas du tout une approche idéologique. On dit il y a des études qui sont controversées et les scientifiques ne semblent pas être d'accord. On accorde, je ne vous ai pas interrompu, M. Rivière, on accorde du crédit, beaucoup de crédit même, à l'agence effectivement qui dépend de l'OMS. En ce qui concerne les autres études, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de controverses en ce qui concerne des conflits d'intérêts, en ce qui concerne des copier-coller de rapports de la task force sur le glyphosate, etc. Mais je ne vais même pas sur ce terrain-là. C'est très simple. D'un point de vue de la santé, et d'un point de vue de la santé seulement, mais permettez-moi de le mettre en priorité, il y a un doute scientifique qui justifie qu'on actionne le principe de précaution. Prenons en compte les agriculteurs, je le dis depuis le début, on n'est évidemment pas des radicaux, mais mettons la santé au cœur du sujet. Absolument. Et juste un dernier mot, la présidente de la FNSEA parlait de courage politique. Elle disait, voilà, prenons en compte les agriculteurs, c'est du courage politique. Mais moi, je vais vous parler non seulement de courage politique, mais de responsabilité politique. Nos responsables politiques nationaux et européens sont responsables de la santé publique. Et c'est bien une question de santé public. Donc gérons les conséquences, parlons avec les agriculteurs, mais mettons la santé en priorité. Robin Ménage, c'est pour ça que l'ANSES, on a demandé à l'ANSES son avis. C'est quand même l'agence sanitaire française qui est censée donner son avis. On ne peut plus croire à l'ANSES. Qui va-t-on croire à ce moment-là? Gilles Rivière-Wachstein, on laisse réagir Robin Ménage qui était également avec nous. Robin Ménage, est-ce qu'il y a un usage ou en tout cas peut-être une compréhension excessive du principe de précaution en l'espèce ou dans le doute, est-ce qu'il y a moyen peut-être aussi de réglementer les pratiques agricoles, ce que vous avez évoqué tout à l'heure? Oui, le principe de précaution, il doit s'appliquer, mais aussi il faut relativiser la toxicité des différents pesticides, parce que si on a interdit le glyphosate, on ne va pas passer directement au bio ou à des agricultures plus respectueuses de l'environnement du jour au lendemain. Les agriculteurs vont utiliser des pesticides les plus toxiques, donc s'il faut interdire des pesticides, il faudrait commencer par les plus toxiques, et le glyphosate ne l'est pas. On a des doutes scientifiques, mais pour l'instant, on n'a aucune étude qui montre des effets perturbateurs endocriniens et des effets aux doses environnementales. Ce qu'on sait, c'est que ce pesticide, il est mal réglementé. Les doses journalières admissibles devraient être abaissées parce qu'il est plus toxique que ce que l'on pense, ça c'est clair. Les études scientifiques sont toutes claires là-dessus. Et les utilisations agricoles, on peut aussi les restreindre, c'est-à-dire que l'agriculture de conservation qui utilise le glyphosate pour nettoyer les sols et préserver les sols, c'est une bonne chose, mais il y a aussi des utilisations excessives du glyphosate. On le pulvérise dans certains cas à la fin de la récolte pour faciliter le séchage des céréales, et c'est ce type d'utilisation qui met le plus de résidus dans notre alimentation. Donc si on élimine ces types d'utilisation excessive, on va retrouver des expositions plus normales et même peut-être éliminer les expositions au glyphosate. La contamination des sols, est-ce que ça ne pose pas un problème pour l'avenir ? Ça pose un problème, mais encore une fois, les études scientifiques sont très controversées. On ne sait pas si le glyphosate va être vraiment toxique pour les sols ou si dans certains cas il va favoriser des écosystèmes. C'est vraiment quelque chose qui est très controversé. Il y a des adjuvants toxiques dans les formulations de pesticides, ça c'est une autre chose. On parle toujours du glyphosate, mais en fait le glyphosate c'est pas un pesticide par lui-même. Et les adjuvants dans ces pesticides, il faudrait plus les réglementer, et ce n'est pas que le cas du glyphosate, je précise, parce qu'on attribue toujours la toxicité des adjuvants au glyphosate, mais en fait, c'est tous les pesticides qu'il faudrait mieux réglementer, parce qu'on met tout un tas de molécules dans les bidons. Ces molécules, elles sont parfois plus toxiques que le principe actif, qui est le glyphosate, et ces molécules-là, elles se retrouvent dans l'environnement, et ces molécules-là, on sait qu'elles sont toxiques. Donc il y a un problème de réglementation, mais ce problème-là, il faut le travailler en étant réfléchi et pas se précipiter du jour au lendemain à éliminer le pesticide qui est peut-être l'un des moins toxiques. On va en reparler dans un instant, dans la deuxième partie de notre débat, et vous pourrez bien sûr réagir. Anne-Laurence Pétel, restez avec nous, c'est tout de suite la deuxième partie du débat de France 24 après une courte pause.
Faut-il interdire ou non le glyphosate dans l'agriculture? L'Europe s'interroge sur sa réautorisation pour 10 années supplémentaires. C'est ce que souhaite en tout cas la Commission européenne. Et ici en France, eh bien, on veut surtout attendre. On va en parler avec, à mes côtés, Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch, avec également Anne-Laurence Pétel, députée La République En Marche des Bouches-du-Rhône. Vous êtes secrétaire de la Commission des affaires économiques. Et puis avec nous, en direct de Londres, c'est Robin Ménage, docteur en biologie, chercheur associé au département de génétique moléculaire et médicale du King's College de Londres. Vous êtes spécialiste des effets des pesticides et des OGM sur la santé. Enfin, Gilles Rivière-Weckstein, fondateur de la revue Agriculture et Environnement. Je présente votre dernier ouvrage, Panique dans l'assiette. Ils se nourrissent de nos peurs, dites-vous. En tout cas, cette situation crée une belle cacophonie, une fois de plus en France. Une de plus parce que c'est vrai, les pesticides sont un motif récurrent de contradictions ou de déclarations contradictoires au sein du même gouvernement. Fin juin, le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, et d'autre part le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Stéphane Travers, s'étaient déjà opposés sur l'interdiction programmée des insecticides néonicotiniques. On s'interroge à ce sujet, on se demande en tout cas si ces changements de pied, Anne-Laurence Pétel, en tout cas ça alimente, c'est vrai, le fantasme, sont-ils le fait des lobbies? Non. Il n'y a pas de changement de pied. La position du gouvernement, elle est équilibrée et elle est surtout très claire. Vous l'avez vu, vous avez écouté nos interlocuteurs. Il y a des doutes, il y a des incertitudes, personne n'est d'accord. Donc la position du gouvernement, c'est à la fois d'appliquer le principe de précaution et de protéger aussi les agriculteurs en ne prenant pas une décision brutale. Ce serait une très mauvaise décision que de prendre une décision brutale pour les agriculteurs. Donc la décision qui est de dire... Vous avez parlé des états généraux de l'alimentation tout à l'heure. On verra aussi ce qu'il en sort. Attendons de voir. La deuxième partie va commencer. C'est une grande consultation. C'est une méthode qui a été choisie de consulter à la fois au niveau national et dans les régions. Ces états généraux, ils sont aussi... organisés dans toutes les régions de France. Vous avez les deux ministres qui doivent, d'ici la fin de l'année, faire des propositions pour trouver des moyens différents d'aller vers une agriculture plus durable et plus saine. On se donne 5 ans pour essayer de développer ces moyens-là. Je trouve que la position est claire. Pour trouver des alternatives, pour aller vers un autre modèle agricole, ou bien des alternatives au glyphosate, un autre modèle agricole, ou bien peut-être d'autres études qui prouveraient l'innocuité des glyphosates. Alors là, les propositions seront faites à la fin du mois de décembre. Donc je ne peux pas vous dire vers quoi on va aller, mais ce sera forcément une autre... ou des méthodes, ou d'autres produits. Mais en tout cas, la réflexion doit être menée d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année pour faire des propositions claires. Alors on devrait avoir normalement très prochainement la députée européenne du groupe des Verts, Michèle Rivasi, membre de la commission santé et environnement, sur un sujet précis, celui de ce qu'on a appelé les Monsanto Papers, des documents qui ont donc été déclassifiés, documents internes à Monsanto, déclassifiés à la demande d'un juge californien suite au dépôt d'une plainte, et qui tendrait à prouver que Monsanto a entrepris de cacher le caractère nocif du glyphosate. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Karine Jacquemart ? Oui, alors ça fait partie effectivement de ces rebondissements dans cette histoire, puisqu'il y a eu des rapports qui documentent des conflits d'intérêts. Et là, effectivement, tout d'un coup, on découvre à travers des papiers internes de l'entreprise que l'entreprise Monsanto aurait eu connaissance depuis très longtemps, en 2012 je crois, du caractère mutagène du glyphosate. Alors ça alimente le feuilleton évidemment, on ne nous dit pas tout et on n'a toujours vraiment pas l'impression que la santé publique est mise sur le devant de la scène. Et demander la non-autorisation du glyphosate, ça n'a rien de brutal. Pourquoi ? Parce que c'est déjà en 2015 que l'autorisation du glyphosate dans l'Union européenne arrivait à son terme et que la question s'est posée, non pas de l'interdire brutalement, mais de le réautoriser ou non. Et suite, du coup, au feuilleton qui déjà à l'époque était assez nourri, il a été décidé quoi ? Il a été décidé de reporter de 18 mois cette décision, c'est-à-dire que ça n'est pas d'aujourd'hui. Ça n'est pas brutal. Les questions de la substitution, les questions de la dangerosité
dangerosité, elles ont déjà été largement posées et débattues. Moi, la question que je pose ce soir et au gouvernement, c'est est-ce que la santé, oui ou non, des agriculteurs, des consommateurs, est mise comme une priorité numéro 1 ? Est-ce que le coût social de l'épidémie de maladies chroniques et des cancers est mis comme une priorité numéro 1 ? Et parlons ensuite avec les agriculteurs, bien sûr, mais où est la priorité ? Alors Anne-Laurence Pétel, parce que vous êtes indirectement là... Alors, vous parlez de décisions qui sont antérieures à l'élection présidentielle, antérieures à la nomination de ce gouvernement. Donc, aujourd'hui, le gouvernement travaille avec une situation à l'instant T. Donc, nous faisons avec cette situation-là. Le glyphosate, aujourd'hui, est utilisé. Nous donnons 5 ans. Vous me parlez de 2015. En 2015, effectivement, ce gouvernement n'était pas en place et ne travaillait pas sur les états généraux de l'alimentation. Voilà, aujourd'hui, la décision qui est prise, elle est prise avec une situation à l'instant T. Je vous entends, je comprends que cette situation et surtout cette polémique, elle existe depuis très longtemps. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de prendre les choses à bras-le-corps et de faire travailler les ministres sur des propositions claires. Alors peut-être cela aurait dû être fait avant, mais ce sera le cas et il faut... Ces 5 années, voilà, ce qui a été décidé, c'est effectivement 5 années pour que les agriculteurs puissent, encore une fois, si on fait des états généraux de l'alimentation, ça n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a, et cette première partie des états généraux, c'était pour redonner de la valeur, pour permettre aux agriculteurs de vivre mieux. Aujourd'hui, les agriculteurs ont besoin qu'on s'occupe d'eux, ce sont eux qui nous nourrissent. Donc prendre des décisions brutales, encore une fois, c'est vraiment contraire à l'esprit. Le gouvernement est prêt, le cas dialogue. échéant, à imposer des décisions de santé publique au monde agricole ? Écoutez, nous sommes dans une position et dans un état d'esprit plutôt de dialogue et pas d'imposer les choses. Voilà, et pas il est important d'avoir une méthodologie, et cette méthodologie, c'est celle du dialogue avec le monde agricole. Ces états généraux vont durer jusqu'à novembre. Il en sortira quelque chose, il en sortira des solutions, et nous allons travailler là-dessus. Michèle Rivasi est avec nous en direct, députée européenne au sein du groupe des Verts, membre de la commission Santé et Environnement. Bonjour Michèle Rivasi. On va évoquer avec vous le cas de ces Monsanto Papers, donc des documents internes à la firme américaine Monsanto, celle qui commercialise le Roundup, dont le principe actif est précisément le glyphosate, contrainte donc de déclassifier des documents à la demande d'un juge californien, des documents qui tendraient à prouver que Monsanto a voulu cacher un certain nombre d'aspects du glyphosate. Monsanto connaissait donc, c'est ce que disent ces documents, le degré de nocivité du glyphosate, c'est ce que vous pensez ? Eh bien, écoutez, il y a des documents qui montrent que dans les années 80, ils savaient que le glyphosate pouvait être cancérigène. Et alors, ils ont eu toute une stratégie, d'une part, de faire écrire des universitaires qui n'étaient pas en lien avec Monsanto pour leur faire signer des articles écrits par eux. Ils étaient là aussi pour dénigrer toute étude scientifique qui allait à l'encontre, bien sûr, du fait que pour eux, le glyphosate était sûr. Ils menacent, voyez, des scientifiques. Rappelez-vous le cas Serralini. Eh bien, il y a plein de documents qui disent qu'il faut absolument casser ce chercheur parce qu'il démontre que le glyphosate pouvait être cancérigène. Ils sont redoutables. C'est une pieuvre, voyez, avec des tentacules de partout. Ils jouent sur le plan scientifique, ils jouent au niveau des agences, vous voyez, pour dénigrer. Il y a une tentative d'influencer Il y a une tentative d'influencer les agences, notamment l'autorité européenne de sécurité des aliments. Eh bien là, on a des preuves comme quoi ils ont influencé l'agence américaine qu'on appelle l'EPA, ils influencent l'EFSA. Et d'ailleurs, regardez, au niveau des rapports qu'a remis l'EFSA, sur 4300 pages, il y en a au moins une centaine dont vous avez des informations qui viennent directement du glyphosate Task Force sans mentionner les sources. Et là, l'EFSA est attaquée à l'heure actuelle pour dire mais comment vous pouvez publier des choses sachant que les informations viennent carrément des industriels. Vous dites l'EFSA a reproduit intégralement, a fait du copier-coller sur des éléments qui lui étaient fournis directement par les industriels. Exactement. Et la deuxième chose qu'on reproche à l'EFSA, c'est qu'avant que le document
soit publique, eh bien l'EFSA a envoyé à cette task force qu'on appelle Glyphosate Task Force, eh bien carrément le rapport pour vérifier s'il n'y avait pas des anomalies. C'est inadmissible. On est maintenant dans un système où la science, vous voyez, est confisquée par des groupes énormes comme Monsanto, qui ont des influences très fortes, à la fois chez les scientifiques et à la fois au niveau des régulateurs qui sont nos agences. C'est pour ça qu'il était très important, dans cette semaine-là, d'informer les députés, d'informer les ONG, d'informer la population, pour que les États votent contre le renouvellement de cette molécule pour 10 ans. Le 11 octobre prochain aura lieu une audition des commissions environnement agriculture du Parlement européen justement sur le Monsanto Papers et glyphosate. Ce sera après la décision des États membres réunis au sein des comités d'experts pour la réautorisation du glyphosate. Vous le déplorez? Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de vote le 5 et 6 octobre parce qu'il n'y a pas de gouvernement allemand. La France a décidé de voter contre le renouvellement pour 10 ans. Mais rendez-vous compte, on avait invité Monsanto le 11 octobre à la commission santé, à la commission agricole, et Monsanto refuse de venir en disant que ce n'est pas aux parlementaires européens de valider leur molécule ou pas. C'est un déni de démocratie. Comment, en tant que politique, et c'est ça que je voudrais dire aux gens, vous voyez, il y a des politiques qui veulent que la politique décide de l'importance et de l'intérêt général par rapport à la santé. C'est quand même pas à des multinationales comme ça de décider pour les gens. Merci Michel Rivasi avec nous en direct de Bruxelles. Gilles Rivière-Weckstein, votre réaction. Pour vous, les Monsanto Papers, est-ce que d'une certaine manière, cette volonté de dissimulation, elle trahit finalement la connaissance d'un problème par Monsanto? Moi, je trouve que ce qui est gravissime, c'est de porter de telles accusations à des agences sanitaires qui sont des agences sanitaires publiques comme l'EFSA ou comme l'ANSES, et que ces agences ne sont pas sur le plateau pour répondre à ce type d'accusations. Ces accusations, elles sont partout dans la presse. Il suffit de lire les comptes rendus des Monsanto Papers. Il serait temps que ces agences réagissent et expliquent ce qu'elles font et pourquoi elles le font. C'est pas à moi de les défendre. Moi, je sais, elles ont de bonnes raisons pour se défendre et je sais ce qu'elles vont répondre. Mais c'est pas à moi de le faire. Et je trouve que c'est inacceptable de porter un tel discrédit sur des agences sanitaires que nous avons mis en place, y compris l'ANSES, simplement sur des propos comme ça, sans qu'elles puissent y répondre. C'est-à-dire que l'argument, il est de dire... C'est pas à moi de le dire. Il est de dire quand même dans des rapports, des paragraphes entiers correspondent à de la reprise d'éléments qui ont été confiés par des industriels. A répondu par rapport à ça. Elle a dit clairement pourquoi elle l'a fait. C'est pas à moi de le dire. Mais ces accusations sont infondées et c'est un mauvais procès de faire à des gens qui ne peuvent pas répondre quand ils sont accusés comme ça. Je trouve que c'est vraiment indécent parce que vous mettez en cause les agences sanitaires qui sont censées protéger la santé de nos citoyens et vous envoyez comme message à la population que nos agences sanitaires font mal leur boulot. Non, depuis plusieurs mois, ces agences ont eu l'occasion de répondre par voie de presse. Écoutez, c'est à elles à le faire, mais en tout cas, pour moi, les agences, je pense que ces agences font très bien leur boulot, qu'elles savent le faire, elles ont de quoi répondre. D'ailleurs, l'agence allemande a répondu. Elle a répondu à un texte en allemand concernant ces accusations. Il n'y a pas eu de volonté de dissimulation de la part de Monsanto. Mais attendez, Monsanto est une firme américaine qui fait du lobbying. Comme toute firme fait du lobbying pour ses produits. C'est évident. Mais le problème n'est pas de savoir si Monsanto fait du lobbying. Le problème, c'est de savoir si les agences qui regardent et qui homologuent ces produits sont des gens qui écrivent sous la main de Monsanto. Voilà, la dictée de Monsanto. Exact, c'est ça. Exact. Mais c'est ça. Pour moi, le problème n'est pas Monsanto, c'est les agences. Et si ces agences font vraiment ça, il faut les dissoudre immédiatement. Robin Ménage, votre réaction, est-ce que d'après vous, on a appris quelque chose avec ces Monsanto Papers ou est-ce que c'est un écran de fumée sur une problématique beaucoup plus complexe, comme vous nous le dites en fait depuis le début de ce débat? C'est vrai que la problématique, elle est très complexe et ce qu'on a appris, en fait, c'est le fonctionnement normal et quotidien de cette évaluation des pesticides parce que ce qu'on peut voir sur le glyphosate, les copier-coller, soi-disant, des documents de Monsanto, c'est la routine pour l'évaluation des pesticides. Donc ça amène le problème de l'évaluation des pesticides et le problème de l'indépendance. Pardonnez-moi, vous dites que c'est la routine dans l'évaluation des pesticides, ça veut dire que les agences ont l'habitude de reproduire des documents fournis tels quels par les industriels? Pour les citer. Justement, le problème, c'est ça, c'est que les produits chimiques sont laissés à l'évaluation des industriels. On leur demande donc de tester leurs produits et de faire l'évaluation. Et ça, c'est pas normal. C'est un problème d'indépendance. Ce qui serait beaucoup plus normal, c'est que ces industriels ou les gouvernements
donne des financements aux universitaires pour pouvoir faire des études indépendantes, et ces études indépendantes elles pourraient être utilisées vraiment sans avoir une influence des lobbies. Et ça touche vraiment à un problème en profondeur, parce que ça touche aussi le problème du fonctionnement des universités. Les universités n'ont pas de financement, et c'est très difficile de faire des études sur les produits chimiques. J'ai aucun financement des gouvernements pour pouvoir étudier la toxicité des pesticides, et ça c'est un gros problème. Je serais curieux de savoir justement ce que va faire le gouvernement Macron pour pouvoir alimenter un petit peu et faire survivre les universités. Karine Jacquemart, votre réaction à tout ce qui vient d'être dit? Oui, mais sur ces études, on peut y passer la nuit. Enfin, la plupart du temps, les études commanditées par les industriels, Monsanto et autres, ne sont pas rendues publiques sous prétexte qu'il y a le secret des affaires. Je me rappelle d'une anecdote. Foodwatch avait communiqué en avril 2016, le commissaire européen à la santé, M. Andriukaitis, voulait, pour comprendre aussi ce que disait l'EFSA, donc l'autorité européenne de sécurité des aliments, voulait avoir accès à ces fameuses études de l'industrie, et l'industrie lui a répondu qu'il pouvait aller dans une pièce secrète sous surveillance dans 2 villes en Europe. On avait fait un petit visuel rigolo avec M. Andriukaitis dans sa voiture. C'est ridicule. Je veux dire, c'est le commissaire européen à la santé. Il devrait avoir accès à ces documents. La question ne devrait même pas se poser. Maintenant, pour revenir sur le fond, ce qui m'interpelle, c'est qu'on parle aussi, j'entends ce mot, déni de démocratie. Et si effectivement, donc j'entends Madame Rivasi, mais si Monsanto est invité au Parlement européen et répond, c'est pas au Parlement européen de décider si oui ou non, mais enfin moi j'ai envie que le Parlement européen continue de décider si oui ou non on a tel résidu de pesticides dans notre alimentation, si oui ou non on peut importer des OGM, et j'ai envie qu'il continue à le faire. D'ailleurs, même quand on aura signé les accords de commerce avec le Canada, comme le CETA et le TAFTA, ce qui n'est pas promis. Donc regardons aussi ce dossier de ce point de vue-là. En effet, la démocratie en Europe, M. Macron a répété dans beaucoup de discours vibrants qu'elle était en danger et que la confiance en Europe était en danger. Je suis d'accord avec M. Macron, mettons en pratique des mesures concrètes pour restaurer la confiance et la démocratie. Et en l'occurrence, il y a eu un sondage récent de Public Sénat, il y a quelques jours, il y avait plus de 80% de la population en France qui d'ailleurs plébiscitait cette interdiction au glyphosate. Donc allons jusqu'au bout, mais je répète, je n'ai pas entendu de réponse à ma question. Est-ce qu'on est tous d'accord pour mettre la santé publique en priorité numéro 1 ? Et déjà, ça va nous permettre d'avoir des réponses beaucoup plus claires et beaucoup plus rapides. Anne-Laurence Pétel, je vous laisse répondre. Allez-y. Concernant la santé publique, tout le programme d'Emmanuel Macron est basé aussi en termes de santé sur la prévention. C'est la première fois qu'un gouvernement va travailler à ce point sur la prévention. Nous avons un très bon système de soins, mais un système de santé défaillant parce que la prévention n'est pas prise en compte, n'a pas été assez prise en compte jusqu'à présent. Donc c'est vraiment une très grande nouveauté, cette prise en compte de la prévention au niveau de la santé. Quand vous parlez de démocratie et de renouer le lien et la confiance, ces états généraux de l'alimentation, j'y reviens, mais c'est une méthode, et cette méthode, elle est appliquée sur les assises de la mobilité, par exemple, et puis elle va l'être aussi sur la loi TPE-PME. C'est une méthode qui est tout à fait nouvelle, mais qui consiste aussi à aller dialoguer avec tous les acteurs, justement, en région ou au niveau national. Si à terme, pour des raisons de santé publique, vous décidiez d'interdire le Roundup et le glyphosate, la France a-t-elle les moyens justement de faire cavalier seul face au reste de l'Europe en interdisant de manière unilatérale l'usage du glyphosate sur son territoire? Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là? Et est-ce que ça ne risque pas, comme le dit d'ailleurs la FNSEA, comme le disent les agriculteurs aujourd'hui, de les mettre dans une position de concurrence déloyale, en tout cas de leur poser de réelles difficultés face à leurs voisins européens? Alors, on ne va pas faire de politique au conditionnel, mais par contre... C'est ça le critère aujourd'hui qui vous anime. Ce qui est clair et net, c'est que vous avez dû comprendre avec le discours d'hier d'Emmanuel Macron sur l'Europe qu'il a l'intention de peser, il a l'intention de faire en sorte que la France, demain, pèse au niveau européen. C'est un vote à la majorité qualifiée qui reviennent, en l'occurrence, sur le glyphosate. Sur les travailleurs détachés, vous avez vu le travail qui a été fait. Nous avons ce sens du dialogue qui va être repris au niveau européen, mais il faut tout d'abord que la France redevienne un leader en Europe. Et pour ça, effectivement, par exemple, la maîtrise des dépenses publiques va contribuer à faire en sorte que nous soyons un partenaire crédible. Et à partir du moment où nous serons redevenus un partenaire crédible pour les Européens, il y a des positions que nous pourrons tenir au niveau européen. Et nous pourrons être suivis.
Merci beaucoup Anne-Laurence Pétel. Merci également à Karine Jacquemart, à Gilles Rivière-Weckstein d'avoir été avec nous et à Robin Ménage en direct de Londres. C'est la fin de ce débat, mais l'actualité continue. Tout de suite, un œil sur les médias. L'actualité vue d'Internet avec Laure Manin à mes côtés. On va reparler bien sûr de ce qui nous a animés tout au long de ce débat, c'est-à-dire la question du glyphosate et du fameux Roundup de Monsanto. Absolument. Alors évidemment, on a retrouvé ça très largement sur la toile avec toutes sortes d'articles. D'abord, celui-ci de France Info TV qui revient sur la cacophonie au sein du gouvernement. Christophe Castaner qui annonce le 25 septembre l'interdiction totale en France du glyphosate d'ici la fin du quinquennat. Le lendemain, rétropédalage d'Édouard Philippe devant l'Assemblée nationale, pas du tout. J'ai demandé à Nicolas Hulot et à Stéphane Travert, respectivement ministre de l'écologie et de l'agriculture, de réfléchir à une stratégie de sortie du glyphosate d'ici la fin de l'année, sans prendre d'engagement formel. Pourtant, fin août, Nicolas Hulot affirmait que la France ne reconduirait pas l'autorisation pour 10 ans à l'Union européenne du glyphosate. Fin septembre, il est contredit par Stéphane Travert qui dit que que la France envisagerait une possible reconduction pour 5 à 7 ans. Alors évidemment, s'il y a autant de confusion et de cacophonie au sein du gouvernement, c'est que l'agriculture française réagit très vivement sur cette question. 20 minutes y a consacré cet article. L'agriculture française peut-elle se passer de l'herbicide le plus utilisé au monde? On rappelle quelques chiffres, 800 000 tonnes écoulées par an, 130 pays, 40 firmes qui l'exploitent, dont Monsanto via son Roundup. Et ce dessin humoristique de Lionel Albertino, l'agriculture peut-elle s'en passer? On va Nicolas Hulot tendre une bêche à un agriculteur en lui disant maintenant pour désherber, vous devez utiliser ça, mais utilisez ça, mais vous voulez notre mort. Répond son interlocuteur. Et la question de la mort, évidemment, est au centre du débat. C'est la nocivité du produit qui interroge. Cet article de Libération revient dessus et évoque cette conclusion en mars 2015 de CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer, une des agences de l'OMS, qui conclut que c'est un cancérogène probable après avoir étudié à peu près 1 millier d'études scientifiques. Ce à quoi Monsanto a répondu, c'est de la science poubelle et il exige une rectification de la part de l'OMS. Alors, il faut savoir que l'EFSA, l'Agence européenne de la sécurité alimentaire, a publié en août un très long rapport faisant état du risque du pesticide glyphosate et concluant qu'en réalité, ce n'est pas si grave que ça. En tout cas, ce n'est pas aussi dangereux qu'on pourrait le craindre. Sauf que la Stampa, le journal italien, avait révélé quelques jours après cette publication qu'en fait, des dizaines de pages étaient des copier-coller du Glyphosate Task Force, un site internet mis en place par Monsanto pour démontrer le manque de nocivité, l'absence de nocivité de ce problème. C'était un Monsanto Papers révélé donc par la presse ensuite internationale, ce qui évoque à Slate cette réflexion, quand la science n'est pas là, les lobbies dansent. Et puis beaucoup de réactions également à l'international, avec notamment ce cabinet américain qui représente des agriculteurs qui sont en procès contre Monsanto, qui s'estiment victimes du Roundup. Le site de la firme a décidé de publier des très nombreux documents, des emails confidentiels notamment, de la marque qui montrent sa façon de faire pression sur les autorités afin de continuer à autoriser le Roundup. L'association également US Right to Know a décidé de les publier très largement sur son site. Alors pour conclure, une petite image humoristique tout de même, celle de ce cochon bio qui menace de se suicider à base de glyphosate si on veut le torturer dans un abattoir. Merci Laure. Voilà, c'était à la fin de ce débat et d'un œil sur les médias. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.